Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous expliquer concrètement comment entrer en bourse. Je vais vous expliquer ça en 5 grands points. Bien sûr, ce sont les notions de base qui peuvent être complétées ultérieurement. En tout cas, j'estime que ces 5 choses sont fondamentales avant de se lancer. Premièrement, il faut ouvrir un plan d'épargne d'action ou un compte titre ordinaire ou une assurance vie. Le plan d'épargne d'action, à savoir PEA, il propose surtout un avantage fiscal avec seulement des prélèvements sociaux à 17,2% et à condition de garder ses actions en bourse au moins 5 ans. Le compte titre ordinaire permet d'investir dans toutes les actions du monde. Cependant, la fiscalité, elle est de l'ordre de 30%, ce qu'on appelle plus communément la flat tax. Et l'assurance vie, elle a surtout un intérêt pour ce qui est succession, transmission de patrimoine. Pour ma part, j'ai choisi d'ouvrir un compte PEA pour sa simplicité, son avantage fiscal et son plafond nous permettant de mettre un apport jusqu'à 150 000 euros. Je l'ai ouvert chez Bourse Direct, car frais de garde gratuits, à la différence d'une banque classique, telle la BNP ou Crédit Agricole ou Société Générale. Frais de garde, c'est quoi? Ce sont quand vous achetez une ligne d'action, donc par exemple LVMH, vous achetez 3 actions LVMH, ça vous constitue une ligne. Et lorsque vous la gardez pendant au moins un an, la banque classique vous prélève des frais à hauteur d'une douzaine d'euros par an, même si vous êtes en moins-value. Une banque en ligne telle Bourse Direct ne propose pas ce genre de frais. Ils sont gratuits. Autre avantage, ce sont les frais de courtage. Alors, je n'ai plus le tableau exact en tête, mais grosso modo, c'est de l'ordre de 0,5% jusqu'à 0,2% pour les ordres qui coûtent plus cher, à savoir de l'ordre de plus de 2000 ou plus de 4000 euros. Donc il faut savoir que pour tout ordre d'achat ou de vente, quel que soit le broker, Bourse Direct, BNP, eToro, etc., si vous achetez pour 100 euros d'actions, il y aura des frais de courtage de l'ordre de 0,5% à peu près. Ça veut dire que lorsque vous achetez vos actions à 100 euros, vous aurez déboursé exactement 100,50 centimes d'euros. De même, si ces actions font une plus-value de 110 euros, lorsque vous revendrez ces actions, vous empocherez seulement 109 euros et 45 centimes. Il y a également une autre subtilité, c'est lorsque vous investissez dans de grandes sociétés du CAC 40, pas toutes, mais certaines, comme LVMH ou Total Energy, à ces frais de courtage s'ajoutent des frais de taxes sur les transactions financières. Donc ça, c'est l'État qui l'a mise en place pour les très très grosses capitalisations et elle est immuable, elle est de 0,3%. Donc il faut en tenir compte. Et ça, elle se produit uniquement à l'achat, pas à la vente, hein. Et c'est bien écrit en tout petit que si vous revendez l'action dans la journée, cette taxe ne s'applique pas. Le deuxième point à aborder, c'est surtout, je vous conseille, si vous voulez vous investir en bourse, il faut y mettre seulement une faible partie de votre épargne, c'est-à-dire de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite, que vous êtes prêt à placer, comme si vous étiez prêt à le placer sur un livret A, par exemple. À titre d'exemple, j'ai commencé initialement avec 1000 euros. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir comprendre les notions de base. Lorsque vous voulez acheter une action via un PEA, il faut s'assurer qu'elle soit éligible à ce type de compte. Donc, les brokers type Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama, etc., vous le précisent au moment d'acheter. De toute façon, si vous essayez d'acheter une action qui n'est pas éligible au PEA, ça va vous empêcher, ça va pas réaliser l'ordre. Dans ces valeurs éligibles,
Il existe plusieurs catégories, donc celle du CAC 40 et d'autres, et notamment des ETF. Donc on peut les classer par les larges capitalisations, les mid cap et les small cap, hein, donc les petites et moyennes capitalisations. Et il y a également les ETF. Donc tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Donc il faut bien regarder. Et parmi toutes ces valeurs, il y a des actions qui sont connues pour verser de bons dividendes. Je vous donne des exemples, BNP, Total Energy. Et puis, il y en a d'autres qui ne versent pas, voire très peu de dividendes, mais qui sont plus connus pour être des actions de croissance. Avant d'acheter un ETF, il est important de lire ce qu'on appelle le DIC, le document d'information clé. C'est la loi, c'est l'autorité des marchés financiers qui a obligé ces ETF à le communiquer. Et c'est dans ce document que vous allez trouver notamment les frais supplémentaires en lien avec les ETF. Un titre d'exemple, mon ETF Inde, PINR, de l'IXOR, possède des frais à hauteur de 0,85% par an. L'ETF PE 500 de Amundi, reflétant la performance du S&P 500, l'indice américain, possède des frais en lien avec l'ETF de 0,25% par an. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'analyse technique, qui est le domaine des chartistes, hein. Chart, ça veut dire analyse graphique, il me semble, en anglais, donc qui se surnomment les chartistes. Donc on peut dire que ce sont des artistes des analyses techniques boursières. J'estime qu'il est important de connaître les bases de l'analyse technique, savoir lire des bougies japonaises par exemple. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se contentent seulement de regarder les courbes linéaires qu'on voit notamment sur Google et d'autres sites sont constituées de points correspondant à la valeur en fin de clôture journalière. Donc, elles ne représentent pas les valeurs obtenues au cours de la séance quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, uniquement les fins de clôture. À mon sens, il n'est pas très important de connaître par cœur les symboles graphiques tels les vagues de Wolf, ce genre de choses. Ça peut aider, mais quand on observe les analyses par les chartistes, ces figures peuvent être invalidées, à savoir ne peuvent pas forcément aboutir à ce qu'on en avait prévu par la figure. Pour illustrer ces propos, vous avez seulement à vous imaginer qu'un analyste graphique, quand il vous explique les différentes courbes et figures graphiques qu'il observe sur une valeur, c'est comme un présentateur météo. Il va vous annoncer que demain, il va pleuvoir dans une certaine région, et le lendemain, bah, il va pas forcément pleuvoir, et peut-être même que vous aurez des éclaircies. Ben là, c'est à peu près pareil. Ensuite, il y a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, elle est très importante et je trouve aussi qu'elle est plus dure pour ma part que l'analyse technique, car elle est moins illustrée. Ce sont plein de chiffres présentés par les sociétés sur lesquelles on investit en actions. Alors personnellement, les données fondamentales, je vais les chercher sur zonebourse.com. Tout simplement, je tape le nom de la valeur, ça m'affiche plein de chiffres avec le chiffre d'affaires, le résultat net, le bénéfice net par action, l'EBITDA, donc EBITDA, euh, les dividendes, euh, ce qui est prévu par la société au cours des années à venir, le price earning ratio, alias le PER, etc. Ça aussi, il faut prendre ces valeurs avec des pincettes. Il ne suffit pas d'avoir juste un article qui dit la société a établi des bénéfices records. Non. Il faut aussi, avant de se lancer sur l'achat d'une action,
regarder ces données et les comparer au secteur dans lequel cette valeur est située. Je prends l'exemple du secteur automobile. Par exemple, Stellantis, qui est le grand groupe comprenant Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, etc. Son PER, par exemple, je crois qu'il est de 4. Il faut le comparer à une autre société du secteur automobile. Moi, par exemple, je l'avais comparé à Volkswagen. Le PER est sensiblement le même, je crois, à 3 et quelques pour Volkswagen. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si l'action représente un PER, par exemple, de 20 et les autres sociétés du même secteur sont à un PER de 5, cela signifierait que elle n'est pas à sa juste valeur et qu'elle est trop chère par rapport aux autres valeurs de ce même secteur. Alors vous allez me répondre, pourquoi alors des sociétés comme Nvidia euh, explosent en bourse, en passant de 400 dollars aux alentours de novembre à presque 1000 dollars aujourd'hui? Eh bien parce que les gens qui achètent des actions Nvidia sont convaincus que ces sociétés ont encore énormément de potentiel de croissance et qu'on n'en est qu'au début. Et donc, généralement, elles pensent que la valeur de l'action va continuer de croître. Comme ceux qui ont acheté à 800 dollars, ils sont persuadés que l'action va atteindre les 1000 dollars. Et ils ont probablement raison. Ce qui nous amène au point suivant, à savoir la psychologie du marché. C'est un point très difficile à cerner, car ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer facilement. Et pour illustrer mes propos, je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est Edenred. Edenred, en octobre 2023, la ministre Olivia Grégoire menace les géants des titres restaurants de plafonner leurs commissions. Quel effet ça a eu sur le cours de l'action? Comme vous vous en doutiez, elle a chuté. Pour au final, un mois plus tard, le gouvernement rétropédale sur cette réforme du ticket resto et autorise l'utilisation du ticket resto à payer, enfin, autorise les gens à utiliser leur ticket resto pour payer leurs coûts alimentaires et donc prolonge ce dispositif pour un an, il me semble. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième, une annonce du gouvernement chinois pour aider l'économie chinoise. Et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, les valeurs du luxe, telles LVMH, Hermès et Kering, profitent de cette annonce pour voir leurs actions grimper. Pourquoi? Parce que tout simplement, une grosse partie de leur chiffre d'affaires est réalisée en Asie et notamment en Chine. Ce qui fait la transition avec le point suivant, à savoir l'étude de la microéconomie, pardon, et de la macroéconomie. Microéconomie, ce sont les publications des entreprises. Donc, si vous avez des actions telles BNP ou autres, eh ben, il est important de savoir quand est-ce que la société a prévu de publier les résultats, hein. Donc, il faut savoir que les sociétés du CAC 40, notamment, elles sont tenues de divulguer des informations officielles, hein. C'est l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, qui a établi des règles et donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les sociétés sont obligées de communiquer aux actionnaires certains éléments, hein. Donc c'est très réglementé. À la différence des petites capitalisations qui n'ont pas le même traitement de faveur. Et, ils sont pas obligés de divulguer tous leurs comptes. Et donc ça, c'est entre guillemets la microéconomie qu'il faut distinguer de la macroéconomie, celle que la plupart d'entre nous ont entendu parler. Ce sont les annonces de la Fed, donc la Banque centrale américaine, avec Jérôme Powell, et les annonces de la Banque centrale européenne, la BCE, avec Christine Lagarde notamment. Concrètement, ces deux-là ont un pouvoir de dingue.
Il suffit qu'ils disent on va baisser les taux, et là, le marché, il flambe, il monte vers les plus hauts. C'est comme s'ils étaient maîtres d'un robinet d'eau chaude ou d'eau froide. Ils ont la possibilité de nous refroidir comme de nous réchauffer. Bien sûr, c'est un résumé hein, de la situation. Il y a également d'autres facteurs à prendre en compte, notamment les élections américaines cet automne entre Biden et Trump notamment. Emmanuel Macron, s'il décide de partir en guerre contre l'Ukraine, ça aussi, ça peut faire bouger les marchés boursiers. Voilà, entre autres. Enfin, je terminerai sur les principaux proverbes à connaître et les principales règles d'or de l'investissement boursier. Elles ne sont pas valables dans tous les cas, mais c'est important de les connaître, au moins pour notre culture générale. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont très parlantes, hein. La plus connue étant les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Il y a également acheter la rumeur, vendre le fait. Alors en anglais, ça donne buy the rumor, sell the news. Il y a également on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Sell in May and go away. Donc ça, c'est pour la saisonnalité des cours des actions. Et bien sûr, ça, c'est une règle de vie. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et les règles d'or de l'investissement boursier, eh ben, c'est bien passer ses ordres. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, bien tenir compte des ordres d'achat et des ordres de vente et des frais liés à ces ordres. Diversifier, diversifier, diversifier. Donc ça, c'est un des mots-clés de la bourse. Concrètement, diversifier, c'est quoi? C'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avoir une action issue de la banque, avoir une action issue de la santé, avoir une action issue du luxe, avoir une action issue des technologies, une autre issue de l'énergie, etc. Comme ça, si un secteur sous-performe, eh ben, ça s'équilibre entre guillemets avec une action un secteur qui surperforme. Voilà. Ne pas croire qu'on peut acheter au plus bas et vendre au plus haut, ça, personne ne le sait. Personne, même les analystes graphiques, les chartistes ne le savent pas. Si on y arrive, croyez-moi, il y a une grosse part de chance. Savoir prendre son bénéfice, ça, je suis en train de l'apprendre à mes dépens, hein, donc c'est plus facile, je trouve, d'acheter que de vendre, parce que on est toujours coincé avec ce dilemme, à savoir, bah, est-ce que je vends trop tôt, est-ce que je vends trop tard? Euh, mais voilà, il faut savoir ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et donc vendre quand on estime que c'est opportun. Bien sûr, n'achetez que ce que l'on comprend. Donc, n'achetez pas une action qui vous avait été soufflée par n'importe qui, hein, même moi. Les actions et ETF que j'ai achetées, ben, je les ai un minimum comprises. Ce qui nous amène à se méfier des tuyaux, hein. J'en ai fait les freins. Pour ceux qui suivent mon PEA, voilà, un tuyau, achète énergisme. Mais finalement, bah, c'est ma pire valeur actuellement, et ça risque de l'être encore pendant des mois et des mois. La fameuse phrase en bas de page de tous les produits financiers qu'on connaît, savoir que les réussites du passé ne sont pas celles du futur, hein. Donc quand un banquier vous propose un produit type ETF en vous disant voilà l'ETF sur 5 dernières années elle a fait plus 10% par an de plus-value, eh bien rien ne nous dit que les années suivantes elles vont faire de même. Voilà. Avoir des convictions fortes, oui, oui, oui. Moi, là, j'avais la conviction forte personnellement que LVMH était une très belle valeur. J'y ai cru. Euh, voilà, donc il faut pas se freiner non plus quand vous avez l'intime conviction que ça va marcher. Agir conformément à son tempérament, ça veut dire ben savoir se connaître, hein. Ça, c'est une règle de vie aussi. Et en conclusion, savoir profiter des circonstances. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à bientôt.